Voici Greta Thunberg, la fille de 16 ans qui a commencé les grèves pour le climat, suivies un peu partout en Europe. Et elle a dit aux responsables européens, aux dirigeants européens, nous savons que la plupart des responsables politiques ne veulent pas discuter avec nous. Bon, nous ne voulons pas discuter avec eux non plus. Nous voulons qu'ils parlent à la communauté scientifique. Je fais partie de la communauté scientifique et je me suis donc dit, qu'est-ce que je dirais bien aux politiciens? En fait, tous les partis politiques trouvent le climat super important. Et c'est logique pourquoi le climat est important. Il suffit de penser aux sécheresses, aux inondations, à la montée des mers que le futur nous réserve. C'est plus difficile de comprendre pourquoi alors n'avançons-nous pas plus vite avec notre politique climatique. Et donc, j'ai décidé d'organiser ma présentation autour de 7 fausses bonnes idées sur le climat, 7 idées qui, selon moi, freinent une politique climatique efficace et ambitieuse. Et voici la première. La forêt amazonienne absorbe le CO2. En fait, la forêt amazonienne émet la même quantité de CO2 via la respiration des arbres, des champignons et des bactéries. En fait, un hectare de forêt amazonienne vierge, c'est comme un puits de carbone à l'équilibre. Et c'est généralement le cas de nos forêts lorsqu'on va considérer que le carbone qui quitte la forêt via le bois, un jour ou l'autre, retourne à l'atmosphère sous forme de CO2. Les bois sont très importants néanmoins parce que la déforestation augmente les émissions et inversement, la reforestation va absorber du CO2 de l'atmosphère. Il faut donc massivement reboiser notre planète. Mais en même temps, il faut comprendre que la présence des forêts ne permet pas de compenser les émissions des combustibles fossiles. Voici donc ma deuxième fausse bonne idée. Une émission d'une tonne de CO2 augmente la température durant des décennies. En fait, c'est beaucoup plus longtemps. Imaginez une émission de 100 gigatonnes aujourd'hui et regardez ici l'effet sur la température durant les siècles à venir. Et on voit donc qu'après 1000 ans, nous avons toujours un effet de 2 millidegrés Celsius par gigatonne. Pourquoi cet effet à très long terme? En fait, imaginez que mon corps représente les 100 gigatonnes de CO2 qui quittent la cheminée aujourd'hui. Après 10 ans, j'ai 10% de mon corps qui sera absorbé par les couches supérieures de l'océan. Après un siècle, l'océan aura absorbé la moitié de mon corps. Et il faut 1000 ans avant que 75% du CO2 soit absorbé par les couches profondes de l'océan. Et le dernier quart ne sera jamais absorbé parce que la Terre aura trouvé un nouvel équilibre avec plus de CO2 dans l'atmosphère et plus de CO2 dans les océans. Alors se pose la question, s'il y a un effet à très long terme, pourquoi n'y a-t-il pas plus d'effet au début, lorsque les océans n'ont encore rien absorbé? Alors, ajouter du CO2 dans l'atmosphère, c'est comme ajouter une couverture autour de la Terre. Quand vous allez vous mettre dans le lit prend du temps à se réchauffer. C'est pour ça que vous êtes heureux de voir votre partenaire déjà dans le lit. Quand vous arrivez, comme ça, elle a réchauffé le lit. C'est la même chose avec la Terre. Seulement, ce réchauffement prend des décennies, voire des siècles. Et c'est pour ça que l'effet, en fait, est relativement constant à travers les siècles. On voit donc que lorsqu'on fait une analyse coût-avantage sur le climat, on compare les coûts pour éviter une émission aujourd'hui avec un dégât éternel. Si on veut réduire
limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ou de 2 degrés, en fait, on s'en fout du moment des émissions. La seule chose qui compte, c'est la somme de toutes les émissions entre maintenant et le moment qu'on aura arrivé à zéro émission. En fait, on peut représenter l'atmosphère comme une baignoire qu'on est en train de remplir et il faut fermer le robinet avant que la baignoire ne déborde. En conclusion, pour stabiliser le climat, il faut aller vers zéro émission. Parce que de chaque tonne émise, il y a un quart qui ne sera jamais absorbé, ni par les mers, ni par les forêts. Parlons d'économie maintenant. Voici ma troisième fausse bonne idée. La politique climatique ne doit pas toucher au pouvoir d'achat. Soyons honnêtes. Pour aller vers zéro émission, il faut consacrer 1 ou 2% du PIB. Comme les véritables coûts sont sensibles, le monde politique adore les win-win. Les win-win existent et voici un exemple. Je fais un emprunt à la banque pour isoler mon grenier et mes économies en mazout dépassent mes frais pour rembourser l'emprunt. Je gagne en pouvoir d'achat et je diminue mes émissions. En fait, j'étais en train de jeter l'argent par la fenêtre, ou par le toit plus précisément, et j'ai arrêté de le faire. Maintenant, ces opportunités où les gens peuvent arrêter de jeter l'argent par la fenêtre sont relativement limitées. Si vous pensez par exemple à l'isolation des sols ou des murs d'une maison existante, ce ne sera pas financièrement rentable parce que le coût climatique ne se trouve pas dans le prix du mazout que vous allez éviter. Et donc, si vous voulez obtenir ces investissements, il faut soit augmenter le prix du mazout, soit subsidier ou imposer ces travaux lors de la revente de la maison, par exemple. Et comme ces mesures diminuent légèrement le pouvoir d'achat, elles tardent à se réaliser. En fait, réduire les émissions, c'est comme un investissement intergénérationnel. Nous subissons les frais pour réduire les émissions et les générations futures, on va leur éviter les dégâts qui sont d'ailleurs éternels. C'est donc pas une logique de win-win, c'est une logique de solidarité, solidarité avec les générations futures et les pays plus chauds. Alors se pose la question, comment peut-on... Alors vient ma quatrième fausse bonne idée, qui en fait est l'inverse de la troisième. Réaliser une société zéro carbone est extrêmement cher. Je réponds évidemment la même chose. 1 à 2% du PIB, c'est relativement raisonnable. Par exemple, la sécurité sociale, qui suit également une logique de solidarité, représente 25% du PIB belge. C'est 15 fois plus que ce qu'il nous faut pour aller vers zéro émission. D'autant plus, n'oublions pas que si on ne diminue pas les émissions, on aura des dégâts climatiques qui vont probablement dépasser les 2% du PIB. Et aussi, il y a des effets secondaires. L'Organisation mondiale de la santé estime par exemple que la pollution de l'air tue 7 millions de personnes par an. Vient alors la question, comment peut-on imposer des réductions d'émissions aux entreprises ? Et une idée parmi d'autres, c'est de dire imposons un prix sur la pollution. Vient alors la question, oui, mais les entreprises vont peut-être juste payer pour polluer et c'est tout. Et ça revient à cette idée que augmenter le prix des émissions aurait très peu d'effet sur ces émissions. En fait, on observe l'inverse. Regardez ici les émissions de l'industrie européenne entre 2005 et 2017. C'est les émissions depuis que l'industrie est régulée par le marché carbone qui a mis un prix entre 6 et 25 € la tonne. C'est un prix relativement faible, c'est moins que 1 cent par litre d'essence par exemple. Et on voit que ces émissions ont été réduites de 26%.
Oui, mais vous allez me dire, il y a évidemment d'autres effets. On voit ici clairement l'effet de la crise. C'est pourquoi nous avons essayé d'estimer l'effet causal de ce marché carbone. Donc, pour chaque entreprise régulée, nous avons cherché une entreprise semblable dans le même pays, le même secteur, avec un niveau de vente et de profitabilité et d'émissions comparables avant 2005, avant le début de notre régulation. Et donc, ces entreprises comparables ont aussi connu la crise, ont aussi connu la hausse du prix du pétrole, par exemple. Seulement, elles n'ont pas été régulées par le marché carbone. Et ces entreprises existent parce que, par exemple, leur four était juste en dessous du seuil pour être inclus dans le marché carbone. Et donc, en comparant les entreprises régulées avec leurs sœurs semblables, on trouve que l'effet causal du marché carbone est une réduction de 10% des émissions. Et la même idée s'applique dans d'autres secteurs. Moi, j'ai des amis, dans des discussions avec des amis, ils me disent « Oui, mais même si le diesel est à 2 € le litre, moi, je dois quand même prendre ma voiture pour aller au travail. » Et ils ont raison, évidemment. C'est probablement le cas de plusieurs parmi vous. Regardons néanmoins ce que les études scientifiques trouvent à ce sujet. Voici un résumé de 43 études qui trouvent qu'une augmentation du prix du carburant de 10% à long terme diminue la consommation de 8% comme estimation moyenne. Il y a des études qui trouvent un effet plus faible ou un effet plus élevé, mais ce n'est jamais 0%. Notons aussi que si mon prix augmente de 10% et je réduis ma consommation de 8%, mon budget total n'a augmenté que de 2%. Et seulement, j'aurai probablement un moteur plus efficace, une voiture plus petite, je fais peut-être quelques kilomètres en moins. Lorsqu'on parle du prix du carburant, vient souvent sur la table alors la fausse bonne idée suivante: une taxe sur les émissions pénalisera toujours davantage les personnes à faible revenu. En fait, ça dépend. Ça dépend de la manière dont la taxe a été utilisée. Disons d'abord qu'il est très important de mesurer l'effet de la politique climatique sur l'inégalité, parce que souvent, il y a un souci. Imaginez une personne avec un revenu faible de 1 000 € par mois qui dépense 400 € en logement. Et une autre personne avec un haut revenu de 4 000 € par mois qui dépense 800 € en logement. Imaginons un gouvernement qui impose un niveau d'isolation très performant qui augmente le coût des logements de 5%. Ça représente 2% du bas revenu, tandis que seulement 1% du revenu plus élevé. Votre technologie verte a augmenté l'inégalité. Et ce sera généralement le cas, ce sera souvent le cas, parce que les technologies vertes s'appliquent à des biens comme l'énergie qui représentent une part relative plus importante dans les dépenses des bas revenus. Imaginons maintenant que la même isolation est le résultat indirect d'une taxe sur le CO2. Imaginons à nouveau que la personne riche ici dépense 2 fois plus en mazout que la personne à revenu faible. Une taxe de 20% sur le mazout, à nouveau, va représenter 2% du revenu faible, tandis que ce n'est que 1% du revenu plus élevé. Néanmoins, pour la taxe, se pose la question: qu'est-ce que le gouvernement fait avec les revenus de la taxe? Et on peut s'imaginer que le gouvernement ait l'envie de redistribuer les revenus de la taxe de manière égale. Imaginons une forme de éco-chèque et chaque personne reçoit le même nombre d'éco-chèques. Nous avons ici donc 60 € de revenus de taxe, chaque personne reçoit 30 € de chèque climat, et donc on voit que grâce à la taxe et le recyclage, que la personne à faible revenu a augmenté son pouvoir d'achat de 10 € et a augmenté l'égalité.
Euh, Le moteur derrière ce résultat, c'est que même si le mazout ici représente une part plus importante dans le budget faible, en termes absolus, la personne riche émet plus de CO2. Et le gouvernement peut encore faire mieux, par exemple, lorsque les bas revenus vont recevoir une part plus qu'égale de la taxe. On peut s'imaginer une réduction de taxes sur le travail peu qualifié, par exemple. Je suis alors arrivé à ma 7e fausse bonne idée qui dit que la seule chose qu'il nous faut pour une société zéro carbone, c'est les nouvelles technologies. En fait, les nouvelles technologies vertes sont très importantes pour la société zéro carbone. Mais il faut se demander la question, pourquoi n'avons-nous pas les politiques qui vont mener au développement de ces technologies? Et donc, je vous ai dit que le climat est une question de solidarité, tout comme la sécurité sociale. La sécurité sociale a été le résultat de solidarité, d'altruisme, d'un sentiment d'inclusion et, plus important encore, un résultat de lutte, des gens qui ont combattu pour un idéal. Permettez-moi donc de finir avec une note d'optimisme. Depuis 3 ans, le gouvernement wallon a un comité des experts du climat que je préside. Le décret Kelima impose une réduction des émissions de 95% en 2050. Depuis 3 ans, nous écrivons donc des rapports alarmants sans réponse de la part des ministres. Sauf maintenant que les jeunes se trouvent dans les rues toutes les semaines, nous avons été auditionnés par le Parlement. Donc, sans les jeunes, nous, en tant qu'experts, on n'a pas d'effet. Merci aux jeunes. En résumé, voici mes 5 bonnes idées pour le climat. Il faut dès à présent avoir une vision de long terme pour aller vers zéro émission, y consacrer 1 à 2% du PIB. Il faut revoir notre système d'impôts pour que les impôts diminuent les émissions et diminuent l'inégalité en même temps. Et il faut se mobiliser pour la solidarité avec les générations futures. Générations futures qui, malheureusement, ne peuvent pas voter. Mais les jeunes qui n'ont pas de droit de vote, comme les générations futures, ont quand même pu bouger les lignes. Merci à eux, merci à vous de m'avoir écouté.